Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à QCM TV Podcast, épisode 52. Aujourd'hui, je rencontre Alexandra Galarneau. Alexandra est une jeune athlète étudiante en maîtrise de la psychologie du sport. Elle se spécialise spécifiquement dans les disciplines dites de sport extrême. En s'appuyant sur ses connaissances et son expérience d'athlète et d'entraîneur, elle nous explique les bases de la performance mentale ainsi que certains de ses principes comme l'état de flow, la gestion du stress, la visualisation et la gestion de la peur. En commençant, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, s'il vous plaît, prenez 2 secondes pour le faire afin de vous assurer de pouvoir nous suivre. Et sans plus tarder, voici donc Alexandra Galarneau. Bonne écoute! Alexandra, bonjour, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci de m'accueillir aujourd'hui, puis merci au CNCB de nous accueillir dans leurs locaux. Alexandra, tu es une athlète qui a fait beaucoup de sport, beaucoup de types d'épreuves cyclisme. Tu es une fille qui vient des Laurentides. Oui. Et là, actuellement, c'est ça, donc on est au CNCB parce que tu travailles ici, entre autres comme entraîneur. Aujourd'hui, on voulait se rencontrer pour parler d'un point qui est la psychologie sportive. En effet, dans le fond, moi, je viens de commencer ma maîtrise en psychologie du sport à l'Université de Sherbrooke. Puis, à travers tout ça, oui, je fais un volet qui est plus de recherche, mais je fais également, dans le fond, une maîtrise pour être consultante en performance mentale. Mm-hmm. Donc, de travailler justement avec les athlètes pour optimiser justement leur performance physique à travers leurs habiletés mentales. Puis ça, c'est super intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on parle à tous les jours, mais c'est quelque chose que pas mal tous les athlètes de haut niveau ont besoin, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Récemment, en fait, on a eu la chance au CNCB de recevoir Loïc Bruni, Thomas Stack, puis Armory Perron. Mm-hmm. Puis les trois ont vraiment soulevé ce point-là, là, que justement, toute la part psychologique, puis la visualisation, la méditation, c'était des aspects qui priorisaient beaucoup dans leur quotidien. Fait que je trouvais ça important d'avoir des athlètes, justement, qui appuient un peu ce que moi, je suis en train d'étudier présentement. Ça, c'était cet automne, je pense, tout juste avant la Coupe du monde du Mont-Saint-Anne, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Ils sont venus rencontrer les groupes de sport-études, dans le fond, qu'on a ici au CNCB. Les jeunes qui étaient là, des gens... les entraîneurs ici aussi, comment ça s'est passé? En fait, moi, j'étais pas présente parce que j'étais à l'école, mais on m'avait demandé un peu de pinpoint, si on veut, les questions au préalable que les entraîneurs voulaient poser, justement un peu pour cibler ou passer des petits messages subtils à nos athlètes du secondaire. Fait que je pourrais pas t'en dire énormément sur ce qui est arrivé, mais je sais que justement, ils ont beaucoup parlé de leur quotidien, autant sur le vélo, mais justement un peu de défaire comme la conception qu'on fait absolument juste du DH tout le temps puis qu'on doit juste aller vite en entraînement aussi pour être le meilleur, puis que justement la psychologie, c'était aussi un aspect important de cette performance-là. Bon, là tu l'as mentionné tout à l'heure, t'es en train de faire tes études à l'Université de Sherbrooke, t'es en stage ici au CNCB, puis t'es en train de préparer ta mémoire. T'es donc une spécialiste là en devenir sur le sujet. Fait j'espère qu'on va pouvoir profiter amplement de tes connaissances et de ton expérience dans ça. Mais avant d'aller plus loin un petit peu, veux-tu nous parler de toi, où t'as grandi, puis ton enfance, comment c'était? Ouais, en fait, j'ai commencé le cross-country en vélo environ vers l'âge de 6 ans. Mm-hmm. On avait un club, dans le fond, qui s'est créé ensuite chez nous, qui était Club Vélo Pays d'en Haut, qui existe encore à ce jour. Puis, dans le fond, j'ai commencé à faire un peu le circuit des Coupes Québec. C'était plus une activité familiale, je dirais, parce que mon papa anime des compétitions de vélo. Donc, c'est devenu comment on suit papa dans ses fins de semaine. Puis, par le fait même, on les faisait toutes. Puis là, en grandissant, je continuais le vélo l'été, mais j'étais en sport-études en ski de fond l'hiver à la polyvalente Saint-Jérôme. Fait que je faisais un peu ces deux sports-là. Puis il est arrivé un moment où à l'adolescence, quand il y a des courses qui vont peut-être moins bien, ou puis là c'est papa qui dit ton nom à l'arrivée, ça devient un peu plus démoralisant côté vélo justement. Donc moi et mon frère, on a totalement les deux décidé de changer de discipline complètement, de changer de sport en fait. Okay. Donc j'ai touché comme à 2 autres sports par la suite. J'ai fait du canoë-kayak de vitesse.
Ah oui? Ouais. Puis j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce sport-là. Là. Je te dirais que la sensation de comme couper l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher. Puis malheureusement, même si j'ai progressé vraiment vite puis que j'avais des bons résultats, ben je me suis blessée. Non. Je me suis déchiré un ligament dans l'épaule, fait qu'il fallait que j'arrête ça. Puis ben je me suis comme tournée vers l'athlétisme. Fait que je savais que j'ai quand même une âme compétitive à la base. J'aime ça, m'inscrire dans des événements, un peu me dépasser. Fait que je me suis mis à courir plus. J'ai été dans un club d'athlétisme, puis ensuite ben j'ai été recrutée par le Vert et Or. Fait que j'ai commencé un peu mon parcours universitaire vraiment en athlétisme, pas encore dans le vélo. Fait que ça fait pas si longtemps que ça si on fait le calcul que je suis revenue au vélo. Là. Puis ensuite de ça ben là je voulais comme faire un retour vers le vélo tranquillement mais sans nécessairement retourner en cross-country. Mm-hmm. Fait que je me suis tournée vers l'enduro puis le DH aujourd'hui. Bon, fait que c'est ça, mais donc tu participes à des événements en enduro, en descente? Plus en descente, je te dirais. Ma carrière d'enduro a pas fait long feu. J'ai brisé un rime dans une de mes premières courses, puis là, je me suis racheté un vélo de descente comme solution à mon problème, dans le fond. Mm-hmm. Mais j'ai vraiment eu la piqûre aussi pour la descente, puis là, je fais uniquement de la descente pour la dernière année, en tout cas. Ben, pour les 2 dernières années, en fait, puis j'aime vraiment. Ah oui. Puis là, qu'est-ce que t'as fait un peu comme compétition cette année? Ben, j'ai suivi un peu le circuit des Eastern State Cup, donc j'en ai fait quelques-unes aux États-Unis. Ensuite de ça, ben, je me suis dirigée dans l'Ouest canadien, donc j'ai fait les championnats canadiens. Wow. Puis j'ai pu terminer ma saison avec la Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne. Wow, fait que fait que t'as participé aux qualifications de la Coupe du Monde. Ouais, c'était ma 2e année en fait que j'ai pu participer. J'avais un peu comme mission cette année de refaire une belle expérience de la Coupe du Monde parce que l'autre année d'avant, j'ai trouvé ça très difficile côté gestion émotionnelle, même si j'étudie là-dedans, moi aussi j'ai des enjeux, je veux pas. Mais cette année, j'ai vraiment réussi à faire de quoi de bien par rapport à ma gestion de course et tout, fait que je suis vraiment contente. OK, puis comment ça s'est passé à Sainte-Anne? Ben je me suis en fait brisé le métacarpien, donc la jointure du petit doigt en pratique. J'ai coursé dessus, puis ça a bien été. OK, ça fait que t'as quand même une expérience, comme on peut voir, au niveau athlétique, à dealer avec le stress, avec le trauma des blessures, avec la pression vis-à-vis peut-être le regard des autres et tout ça. D'après toi, c'est quoi les premiers points ou les points les plus importants qu'un athlète ou avec lesquels un athlète devrait travailler, ou pourquoi c'est important pour un athlète d'avoir un coach en performance mentale? Bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup puis que les enjeux dépendent un peu de chacun. Tu sais, pour ma part, je pense que justement la gestion du stress ou de la peur même je veux pas, quand on fait de la compétition, on s'impose de se mettre un numéro dans le dos puis de se faire comparer aux autres, volontairement. Ouais. Fait que pour moi, c'était vraiment l'enjeu principal que j'ai eu de la misère avec au début. Fait que je te dirais que c'est encore un enjeu d'actualité dans le sens que on veut pas, on a un spreadsheet à la fin de notre course avec nos résultats. Fait que de déjà commencer à apprivoiser cette notion-là quand on entre dans le monde de la compétition, pour moi, c'est primordial à la base. Sinon, ben, tout ce qui est de la préparation autour d'un événement en tant que tel, surtout pour les athlètes, en tout cas, là, de se préparer une routine, ce genre de trucs-là, c'est quand même des éléments très importants. C'est, OK, ça fait qu'au niveau de ces trucs-là, des routines de préparation, est-ce qu'il existe des outils qu'un coach peut enseigner, apprendre à des athlètes comme ça, des exemples? Ouais. Ben, en fait, tu sais, de se préparer d'avance, ça touche à beaucoup d'éléments. T'sais. Quand on peut parler de nutrition, on peut parler de sommeil. C'est sûr que peut-être la nutrition, il y a du monde qui sont mieux placés que moi pour aborder ce sujet-là. Le sommeil, même chose un peu, même si à travers mon parcours universitaire, j'ai quand même quelques bases à ce niveau-là. Mais c'est aussi comme tout l'horaire surtout en descente, ton horaire de monter dans les chaises, de ton activation, pratique, qualif, course, même tes moments de débrief devraient être planifiés. Donc, de quand tu fais une rétrospective sur ta course, est-ce que tu la fais directement après?
Est-ce que tu prends du temps pour avoir un pas de recul, décoller un peu le nez de la fenêtre, si on veut, pour ensuite avoir une vue d'ensemble un peu plus sur ce qui est arrivé. Fait que toutes ces choses-là peuvent être incorporées dans une routine. Je te donne un exemple un peu au Mont-Saint-Anne, ma routine, elle ressemble à quoi? Mais Maxine a eu la générosité de nous faire un spreadsheet, un fichier Excel au complet avec les heures précises, même aux 5 minutes près de ce que j'allais faire, tu sais. Donc, je savais à quelle heure je me levais le matin, je savais à quelle heure je déjeunais, je savais à quelle heure je partais de la maison. Tout ce genre de trucs-là, c'est déjà ce qu'on peut faire avec l'aide d'un consultant en performance mentale, dans le fond, de s'asseoir puis de réfléchir à ces éléments-là plus spécifiquement avant de course. Puis ça, c'est tous des trucs qu'on peut planifier, évidemment, là, comme je viens de te dire. Par contre, on peut aussi planifier quand il y a des changements de plan. Oui. Parce que, veux pas... Ça déstabilise. Ouais, exact. Tu sais, on est dans un sport où la température a quand même un impact. Il peut y avoir des délais de course, ce genre de choses-là. Donc, d'un peu planifier à l'avance nos solutions en cas de moments catastrophiques ou de changement de plan, là, pour être un peu moins dramatique, si on veut. Ça peut aussi faire partie des choses qu'on fait en performance mentale, dans le fond. OK. Là, t'as un spreadsheet, un plan détaillé de ta journée, mais avant ça, il y a aussi, j'imagine, beaucoup de travail à faire. Pour toi, par exemple, ça ressemble à quoi? Pour ma part, en tout cas, dans un processus de saison complète, si on est déjà dans le sport, en fait, de commencer par une rétrospective de notre année qui vient de se terminer. Pour le monde en vélo-montagne, c'est l'occasion parfaite de le faire à ce moment-ci. Là, on vient tout juste de finir. Donc, un peu de revoir nos accomplissements de la saison, mais également les facteurs qui ont contribué à ces accomplissements-là. Donc, un peu d'observer que si on prend une photo de nous cette journée-là, on ressemblait à quoi, tu sais. Est-ce que j'avais le sourire? Mon mental, il ressemblait à quoi? Qu'est-ce que je pourrais décrire sur moi-même cette journée-là? Physiquement, je me sentais comment? Les conditions, ils ressemblaient à quoi? Puis là, c'est un peu distinguer, peut-être qu'il faisait pas beau, mais que moi, je suis quelqu'un qui s'est bien roulé dans la boîte. Donc, ça m'a avantagé au final. Ça a permis de faire cet accomplissement-là, quand même. Fait que, d'un peu revoir ces accomplissements-là. Puis ensuite, de faire un peu le même exercice avec nos obstacles, tu sais. Okay. Qu'est-ce qui a été un obstacle dans ma saison ou un défi? Puis c'est quoi l'apprentissage que j'en ai tiré de tout ça, t'sais? Pour ma part, l'obstacle, ça a été justement que je me suis blessée, par exemple. Puis là, en y réfléchissant, l'apprentissage que j'ai eu de ça, c'est un peu de faire ressortir les éléments que j'aime de mon sport. Parce que je me suis ennuyée de mon sport, tu sais, pendant ma blessure. Fait qu'au final, ça a comme motivé mon off-season, si on veut, à cause de justement ce genre de réflexion. Fait que c'est la première étape. Ensuite, c'est un peu sans nécessairement d'être très précis à ce moment-ci de l'année, mais de commencer à réfléchir à nos objectifs de la saison prochaine. OK. Puis ça nous permet d'avoir une direction pour, dans le fond, ce qu'on veut faire cet hiver avant de partir en saison. Fait que je te dirais que ça, c'est les 2 étapes primordiales de préparation avant une saison complète de compétition. OK. C'est bon, ça. J'imagine que c'est pas réaliste pour tous les athlètes de dire je vais être le gagnant cette année de la Coupe du Monde ou je vais être le gagnant de la Coupe Québec ou le champion canadien. Fait que justement, il doit y avoir aussi un travail à faire personnel sur être capable d'évaluer notre niveau, là, nos habiletés, où on est, où on pense se rendre. C'est un peu ça que tu voulais apporter là, quand tu as dit qu'on doit avoir nos objectifs pour l'an prochain. Là. Oui, mais en fait, c'est quand même un débat, ça, de est-ce que nos objectifs devraient tout le temps être réalistes ou réalisables, tu sais. Puis en quelque sorte, il y a une partie de la réponse que c'est non, tu sais. Parce que on a tous un petit objectif ultime qu'on veut pas nécessairement avouer aux autres, tu sais. On a un petit secret en dedans de nous, là, qui nourrit justement notre passion pour le sport, là, que ça pourrait être, tu sais, même si sur papier, exemple, c'est pas réaliste, un jour, je veux être championne du monde, tu sais. Puis ce petit rêve-là, en quelque sorte, il y a un petit grain de ciel qu'à chaque jour à l'entraînement, tu sais, je sème une petite graine de ce rêve-là, tu sais. Fait que... C'est important de pas l'éteindre. C'est important de le garder. C'est ça. Fait que, effectivement, tu sais, il y a une partie de nos rêves de nos objectifs, qui doit être réaliste, parce que c'est ce qui mesure, tu sais, notre progression, où on est rendu,
ce qui nous dicte un peu la prochaine étape dans notre parcours du sport, qui ça, doit avoir un équilibre entre ce qu'on est capable de faire puis un petit défi. Mais, justement, ces petits rêves-là, ces petits secrets-là qu'on garde, ils peuvent autant être présents puis être une source de motivation aussi, là. Il faut garder un équilibre entre être capable de pas trop être déçu si on atteint, par exemple, une 5e place, puis que l'an d'avant, hein, on avait une 16e place, par exemple, versus le fait qu'on veut quand même être le meilleur. Ouais, mais en fait, c'est ça. Ça se décrit souvent sur un graphique, je te dirais, où on peut même faire un parallèle, là. Je sais que le flow state, c'était quelque chose qui t'intéressait beaucoup, mais dans ce graphique-là de flow state, il y a une partie où il y a un élément qui c'est l'engagement. Puis c'est un peu de trouver l'équilibre, justement, comme on disait, du défi, puis de l'habileté. Si je trouve quelque chose qui est trop difficile, là, je vais être surpassée par l'événement, je vais me sentir stressée, il y a plein d'émotions négatives qui vont être liées à ça. Fait qu'au final, je m'avantage pas, tu sais, dans ma progression dans le sport, dans ce que je fais à l'instant même, si on parle, par exemple, de l'état de flow. Mais, à l'inverse, si je prends quelque chose qui est trop facile, là, je deviens désengagée. Okay. Fait que là, dans mon processus, je suis pas motivée parce que je me dis, c'est trop facile à atteindre, tu sais. Fait que c'est justement là, on essaye d'aller chercher l'équilibre entre, justement, ces défis-là, puis nos habiletés à nous qu'on a présentement. C'est la même chose, dans le fond, dans la fixation des objectifs. OK. C'est ça. C'est quelqu'un qui est pas un athlète, un athlète et qui est pas sérieusement impliqué dans des domaines compétitifs. C'est peut-être difficile de prendre ça avec le recul, là, mais je comprends. En fait, ça revient à la même chose au travail, tu sais, en quelque sorte. Si tu te fixes pas des objectifs dans ton travail au quotidien qui te challenge moindrement, souvent tu deviens désengagé, puis là tu procrastines un peu ou ça te tente juste pas de le faire, tu sais. Fait que ça revient un peu au même. Souvent on peut l'appliquer justement à des emplois aussi, ça revient à la même chose. Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure on parlait rapidement du flow state. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi le flow state? Parce qu'on en entend parler un peu, tu sais, on se fait une idée un peu, chacun a un petit peu son idée de ce que ça peut être, là, mais en réalité, c'est quoi? Là? Ouais. C'est quand même drôle parce que l'état de flow en soi, c'est quand même une zone qui est encore floue pour la recherche parce que c'est cette zone où on enligne tous les éléments en notre faveur qui font en sorte qu'on a comme une performance ou un moment qui sort de l'ordinaire dans notre pratique sportive. Fait qu'il y a une compétition qui a tellement bien été, mais que c'est difficile de le recréer, ce moment-là, au final. Ça arrive très peu souvent dans la carrière d'un athlète qu'on réussit à aller chercher cet état-là de flow, là, qu'on dit, là. C'est pas quelque chose qu'on pourrait atteindre, là, dans une ambiance récréative? Tu peux pratiquer certains éléments qui font en sorte que ça favorise l'émergence de certains facteurs qui sont propices à un état de flow, mais c'est pas quelque chose que tu peux enclencher consciemment. OK. Mais j'ai quand même fait quelques études là-dessus pour un peu justement éclaircir ça, puis il y a 9 dimensions dans le fond qui caractérisent un état de flow. Je vais pas passer à travers toutes, là, c'est quand même beaucoup, mais tu sais, là-dedans, il y a l'équilibre qu'on parlait entre les défis et les habiletés. Puis il y a aussi un peu cette fusion-là de l'action et de la conscience. Ouais. Donc, on devient tellement orienté vers la tâche qu'on fait qu'on n'est plus nécessairement conscient de soi. On s'efface. Exact. Et tu sais, quand on se disait, j'arrive en bas, puis ça a été la meilleure run de ma vie, mais je me rappelle plus de ce que j'ai fait. Ouais, on entend souvent des athlètes qui disent ça. C'est ça, exactement ça, dans le fond. C'est que, tu sais, on n'est plus conscient de soi-même, même qu'on perçoit plus ce qu'on fait comme un effort. Tu sais, c'est vraiment juste, on est tellement orienté vers notre tâche qu'on prend plus ce qui se passe en dedans. Un genre d'automatisme, c'est comme si y a une partie de notre cerveau qui prend le contrôle, puis la partie qui réfléchit, elle se repose, elle s'éteint un peu, là. Ouais, exact. Puis dans le fond, dans les autres dimensions, on voit un peu un feedback qui est clair et non ambigu. Donc, je te donne par exemple ma run Mont-Saint-Anne, je considère que j'étais justement dans un état de flou. Puis ce que je me rappelle, en tout cas, de ma run, parce que je me rappelle tout de même de quelques éléments, mais des sensations que moi, je vivais à l'intérieur, pas tant. OK. Mais, je suis vraiment quelqu'un qui se parle tout le long de sa run. À haute voix. Okay. Fait que, je sais
comme en temps réel ce que je dois faire puis ce qui s'en vient vers moi. Fait que c'est un peu ça, c'est le feedback que tu reçois, bon, il s'en vient en temps réel. OK, là je vois que j'arrive dans les dalles. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à tel moment? OK. Fait que en quelque part, c'est un genre d'exercice de visualisation comme en temps réel. Ouais, exact, c'est vraiment appliqué dans le fond, tu sais, c'est vraiment comme un échange entre ton environnement puis toi constamment. Sur la tâche que tu as besoin de faire puis ce qui s'en vient devant toi. Donc ça, c'est des choses que tu prépares à l'avance. Là, tu te dis, OK, j'apprends ma run par cœur. Quand que je vais arriver dans l'âge, je dois faire ça. Quand que je vais arriver à la drop, je dois faire telle chose. Fait que là, quand tu arrives au fur et à mesure, tu te répètes ces choses-là au moment opportun. Ouais, exact. OK. Puis bon, ça fait en sorte que justement, t'es vraiment concentré sur ce que tu dois faire au lieu de bon, comment je me sens, tu sais, à ce moment-là. Il y a aussi, bon, l'absence de confiance de soi, on en a parlé, mais c'est aussi de laisser aller notre mécanisme de défense d'ego. OK. Fait que, tu sais, en descente, ben, il y a une partie de notre sport qu'on doit faire des erreurs calculées, si on veut, donc des moments sketch, pour gagner en vitesse, tu sais. Une partie du sport qui est quand même ça, tu sais, souvent on va entendre, j'ai été sketch à telle place, mais c'était payant, tu sais, au final. Puis un mécanisme de défense de notre ego pourrait être, j'ai eu un moment risqué, je vais juste arrêter de risquer au total, tu sais, final, pendant toute ma run. OK. Ou, je vais arrêter de pousser, là, parce que j'ai eu un moment dangereux, fait que je vais juste arrêter. Fait que, d'avoir justement ces moments-là qui protègent le fait qu'on pourrait peut-être être déçu de notre performance à cause qu'on a eu des moments de risque calculé, si on veut, qui ont peut-être pas payé au final. Ça fait un peu partie, justement, de laisser aller ce petit mécanisme-là, ça fait partie de l'état de flow, là, justement. OK. Le côté raisonnable de notre cerveau doit un petit peu laisser la place là à un côté là, qui dit OK, t'as l'habilité, tu l'as pratiqué, t'es capable de faire, let's go, on y va. Là. Ouais, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est très mécanique comme processus. Là. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les études que j'ai lues là-dessus relèvent surtout la transformation du temps. Donc, tu sais, que les athlètes, ils perçoivent soit leur moment d'état de flow très au ralenti ou qui a passé très vite. OK. Puis, je pourrais pas nécessairement donner d'explication à ça, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans un athlète qui se dit être en état de flow, dans le fond, après sa run. Ouais. Tout ça, certainement, j'imagine, ça doit avoir un lien avec toutes les hormones du plaisir, l'adrénaline, tout ce qui est sécrété par notre corps, qui s'en va dans notre cerveau, qui fait que ça doit être un genre de cocktail qui est assez spécial, qui nous rend dans un état d'euphorie peut-être. Mais pour ma part, je pense qu'il y a une grande partie justement qui est un peu liée à justement la demande attentionnelle aussi. De l'événement, tu sais, t'es tellement apporté à te concentrer pendant un court laps de temps, tu sais, qu'à la fin c'est comme si ton cerveau il oublie complètement comment toi tu t'es senti là-dedans. Là. Fait que ouais, je pense qu'il y a une grande partie qui est liée à ça aussi, mais je serais curieuse d'aller voir justement le jeu plus hormonal à ce niveau-là. Là. Ton cerveau travaille tellement fort à être concentré à un niveau extrême en descente, là, parce qu'on parle de descente, là, bien sûr. Donc à chaque instant, tu dois te remémorer quoi faire, quelle roche, où passer, où mettre ta roue, quelle vitesse aller et tout. Donc, ça doit demander un effort vraiment important, ton cerveau. Lorsque tu arrives à la fin de ta course, peut-être aussi, il doit se dire, OK, là, c'est fini, cool down, mais en même temps, si tu as fait un bon résultat, la foule est là puis qui t'acclame, ou tes amis, ta famille, là, peut-être c'est autre chose qui embarque. Peut-être que là, c'est d'autres émotions. Ouais. C'est spécial. Là. Fait que peut-être qu'il y a une partie qui dit, OK, c'est passé, c'est fait. On met ça dans le petit tiroir. Ouais, pour avoir vécu honnêtement la surcharge émotionnelle après une course qui a bien été, là, c'est assez difficile à assimiler puis à gérer là, sur le coup. Là. Tu sais, moi je me rappelle au Mont-Saint-Anne quand j'ai fini ma run là, ou direct après la drop de la fin en fait, j'avais quasiment les larmes aux yeux là, c'est vraiment quelque chose de le fun à vivre, puis je pense que en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qui me rattache justement à la compétition, indépendamment du résultat. C'est quand tu fais des gros accomplissements comme ça, qui sont au final définis par toi, là, parce que t'es le maître de c'est quoi pour toi un accomplissement, là, c'est toi qui décides c'est quoi, mais une fois que t'es accompli, ça, le sentiment que ça te donne, moi, en tout cas, c'est ce qui me nourrit puis ce qui me
continuer à me faire compétitionner à travers ces années-là dans différents sports, là, au final. Bon, évidemment, là, on parle de réussite, puis mais les échecs aussi, ça nécessite un certain travail sur soi. Ouais, ben, tu sais, il y a les échecs, il y a les blessures. Ouais. Puis veux pas dans une carrière sportive, surtout de haut niveau, ça fait quand même partie de la game, tu sais. Puis ben ils ont tout leur lot d'émotions, que ce soit positif, négatif, beaucoup d'incertitudes aussi. Mm-hmm. Mais je te dirais que la majorité du temps, que ce soit un échec à cause d'une course, d'un résultat ou même d'une blessure, ben on va passer à travers comme les étapes de déni de deuil, que les gens connaissent parce qu'ils sont applicables à plusieurs situations. Là. Fait que, justement, c'est ça. Il y a le deuil, la colère, le marchandage après, là, qui est comme la petite phase de je négocie avec la réalité de ah oui, mais telle chose. Mm-hmm. Puis la tristesse, puis au final, là, tu l'acceptes à travers ça. Je pense que justement de ramener ces moments-là, de comme nous ramener à l'importance de notre expérience qu'on a dans le sport, de nos apprentissages qu'on fait, du processus, plus que juste d'un résultat ou d'un échec. Par exemple, les blessures, ben ça relativise les choses, ça met en perspective les choses. Tantôt, j'ai parlé que justement, moi, je m'étais blessée, puis bon, ça m'a fait réaliser à quel point j'aimais mon sport, à quel point que je voulais continuer là-dedans. Donc, si j'avais pas pris le temps de vraiment regarder c'est quoi les apprentissages que je fais dans le sport, combien de temps je passe à m'entraîner versus à faire une run de descente, sûrement que ma réflexion aurait pas été pareille. Fait que c'est quand même des choses importantes à penser quand on vit ces échecs-là, de se ramener à ce qu'on dit au processus plus qu'au résultat là, en tant que tel. OK. Ça fait que là, ici, au CNCB, ça ressemble à quoi ton travail avec lors de ton stage avec les athlètes avec qui tu travailles? Ben, en fait, il faut savoir que, ben, comme tu as dit tantôt, je fais un stage ici. Donc, éventuellement, je vais avoir, ben, je l'espère en tout cas, avoir ma certification en tant que consultante en performance mentale. C'est une certification qui est donnée par l'Association de psychologie du sport appliqué. Donc, moi, j'ai décidé de me corser la tâche avec une maîtrise de type recherche en même temps, mais j'aurais très bien pu faire, il y a une maîtrise qui s'offre à Ottawa, qui est vraiment juste appliquée à ce niveau-là. Ensuite, ben, j'ai 400 heures de mentorat à faire. Donc, c'est assez long. Surtout en même temps d'écrire un mémoire, mais le CNCB vraiment beaucoup m'aide vraiment beaucoup au niveau du sport à ce niveau-là. En fait, j'interviens auprès des groupes de sport-études qu'on a ici. Je fais majoritairement des ateliers de groupe avec les entraîneurs. Dans le fond, on s'est arrangé pour choisir des thématiques qui sont pertinentes à certains moments de l'année. Okay. Donc, par exemple, on vient tout juste de faire celle sur un retour sur la saison 2024. Donc, c'était genre de petits trucs-là. Celle qui s'en vient, par exemple, c'est en vue des examens scolaires. Donc, on l'applique un peu aussi à l'école, mais on va parler justement de gestion du stress un peu plus. Donc, c'est pas mal ça mon rôle, d'intervenir avec des présentations, des ateliers de groupe. Sinon, ben, je viens tout juste de commencer, en fait, mes consultations avec des athlètes individuels. Fait que, tranquillement, pas vite, j'intègre ça aussi dans mon stage. Puis le but, c'est d'en avoir le plus possible, justement, pour cumuler mon 400 heures au bout de 2 ans, en fait. Idéalement, réalistiquement, peut-être 3. Puis après ça, ton objectif, ça serait vraiment de travailler comme dans un environnement comme ici, au Centre national, ou tu ferais comme une pratique privée? C'est quoi ton rêve par rapport à ça? Ben, en fait, je trouve que le Centre national m'apporte quand même une belle passerelle, si on veut, pour un défi que j'aimerais relever, qui est d'intégrer la performance mentale dans les sports extrêmes, si on veut. Okay. Veux pas, la descente en fait partie. Le ski freestyle aussi m'intéresse. Tout ce genre de discipline-là que c'est peut-être moins inculqué dans la culture du sport, d'avoir justement ce support-là côté psychologie. Fait que ça, ce serait un de mes grands défis, de dire que, pas que j'ai maîtrisé, mais que j'ai un certain nom dans le domaine plus des sports extrêmes. À ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup au Québec, par exemple? Je te dirais que en cross-country, c'est assez... c'est plus prôné. Okay. En descente, très peu. Fait qu'il y a un créneau là à explorer pour toi, exact. c'est bon?
Puis, ben rapidement, là, c'est quoi qui t'a poussé à aller vers ce domaine, ce champ d'études-là? On a parlé un peu de mon parcours tantôt. Je disais qu'au secondaire, moi, j'étais en ski de fond, au sport-études. Puis j'ai eu des ateliers de performance mentale au secondaire. Puis là, j'ai évolué à travers ma carrière sportive. J'ai eu d'autres consultants en performance mentale plus en individuel. Parce que, oui, j'étudie là-dedans, mais j'ai aussi mon lot de défis à moi. Puis je vais dire que des fois, vu qu'on connaît les solutions miracles, on connaît aussi comme un peu comment les bypassions, si on veut, quand c'est appliqué à nous-mêmes. Donc, d'avoir quelqu'un d'autre qui m'aide, moi, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Puis, c'est venu un peu dans cette lignée-là. Tu sais, j'avais des défis côté psychologie, surtout en athlétisme, je dirais. Puis j'ai voulu un peu comprendre puis recréer l'impact que les consultants en performance mentale avaient eu sur moi. Donc j'ai fait ma première année en kinésiologie. Puis dans un de ces cours-là qu'on avait de psycho du sport, j'ai rencontré une professeure qui elle travaille à l'Institut national du sport à Montréal au Stade. Puis elle m'a offert un projet de recherche dans le fond pour être auxiliaire de recherche dans un projet. J'ai tellement aimé ça. Puis là en plus de ça, j'avais déjà un peu de la curiosité à ce niveau-là, de par ma propre expérience. Fait que je me suis redirigée pour finir mon bac en psycho, puis là, ma maîtrise. Hey, c'est super. Ouais. Au niveau de la préparation, on en a parlé rapidement tantôt. Y a-tu des trucs que les athlètes de haut niveau utilisent comme saine habitude de vie ou comme préparation plus spécifique face à une épreuve? Ouais. Dans le fond, ce qui ressort souvent, surtout dans notre sport où justement on a des obstacles souvent, où on a une piste à prendre, c'est la visualisation. Ouais. Puis il y a quand même beaucoup de conceptions un peu à défaire à ce niveau-là, je dirais, ou même des choses qui peuvent être étonnantes pour les gens. Fait que c'est sûr que de faire usage de l'imagerie mentale, ça a déjà été démontré que les gens qui font usage de ça performent mieux que ceux qui en font pas usage. T'sais. Fait que déjà là, on met la base à ce niveau-là. Sauf que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'imagerie seule permet d'améliorer les performances versus quelqu'un qui visualise pas. Donc, les athlètes qui, exemple, sont blessés ou qui ont une incapacité à faire leur sport pendant un moment, visualiser, ça bonifie leur pratique sportive, tu sais. Quand on parle de visualiser, j'imagine, c'est pas juste d'apprendre par cœur qu'est-ce qui s'en vient, c'est... je vais peut-être prendre pour exemple là, les paroles que j'ai entendues de Johan Barelli qui disait que lui, justement, même si c'est fait pas de la compétition, mais tu sais, il fait du freeride, puis qu'à chaque obstacle, il visualise vraiment, puis même je pense qu'on peut le voir dans ses vidéos, là, il se parle, il va se dire, un peu comme tu faisais, là. Il dit ok, compression, point d'étalon, sort le coude, tourne la tête, là, il voit ça, puis il se le dit tout à l'avance, fait qu'il dit, tant que je suis pas prêt mentalement à ce que mon corps fasse chaque mouvement, je suis pas prêt à faire l'obstacle là, en tant que tel. Fait que je perçois que la visualisation doit aller vraiment loin pour un athlète là au niveau de la course. Je sais pas, je suis pas capable de faire ça moi-même, j'ai pas. Mais est-ce que je suis un petit peu dans la bonne voie dans ma compréhension du truc? Ouais, en fait, tu sais, dans l'idéal, on voudrait inclure tous les sens quand on visualise. Le but, c'est quand même que ce soit le plus vraisemblable possible. Fait qu'on voudrait avoir, oui, le visuel, mais aussi l'auditif, l'olfactif, puis même le kinesthétique. Kinesthétique, ça c'est le mouvement. Exact. Fait que c'est, dans le fond, ça pourrait être, je prends exemple, on va prendre les dalles, c'est quand même une section mythique du Mont-Saint-Anne. Ouais. Tout le monde sait un peu de quoi on parle. C'est un endroit là de plaques de roche en devers, souvent assez glissant, et qui est assez difficile à passer là, pour les athlètes. Ouais. Qui fait beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes, en effet, oui. Donc, si on pense côté visuel, évidemment, tu sais, on voit les roches. Ça, c'est assez facile à deviner. Mais dans un contexte plus sportif, plus compétitif, si je veux dire, côté auditif, tu le sais que tu vas entendre des bruits de chainsaw rendus à cette section-là de parcours. Donc, dans ta visualisation, dans un monde idéal, tu devrais être capable de les entendre, tu sais. OK. Au niveau olfactif, là, Sainte-Anne, c'est à l'automne. Ça sent la bière. Non, mais tu sais, on rit un peu, mais c'est à l'automne, tu sens la ouette, tu sens un peu la fraîcheur, les feuilles mouillées, ça ressemble à quoi? Effectivement, tu sais, dit de même, peut-être que ça sonne un peu ridicule, mais le but, c'est encore une fois que ça soit
le plus vrai possible OK. pour notre cerveau, tu sais, pour un peu comme le détromper du fait qu'on est en train d'imaginer et non de le faire pour vrai. Puis au niveau justement du kinesthétique, mais là ce serait comme la modulation de tes freins, même tes chevilles, ils bougent comment, tu sais, c'est vraiment une section où ce qu'il faut être vraiment pointilleux sur comment on bouge sur notre vélo, donc nos hanches, nos chevilles, tout ce niveau-là, quand on visualise, on devrait être capable de le sentir à un point. Puis là, ben c'est ça, tu sais, c'est beaucoup de pratique, ça fait peur, je vois ton visage à l'instant, tu te dis, hey boy, quel défi, tu sais. Oui, parce que c'est quoi? Est-ce que t'inventes ça dans ta tête avant de commencer, ou est-ce que tu prends le temps avant puis tu fais le parcours lentement puis tu essaies de tout enregistrer? Comment ça marche? Comment tu peux en arriver à faire ça mentalement là sans être sur place? Bon, au niveau du kinesthétique, c'est ça. C'est sûr que c'est pas ça remplace pas un entraînement physique, évidemment. C'est vraiment plus que ça permet comme d'innerver tes muscles de la même manière qu'une pratique physique d'un certain mouvement, mais à une plus petite échelle, si on veut. Donc, sur un électromyogramme, par exemple, on le verrait. Une petite mini-activation de ces muscles-là que tu sollicites quand tu fais ton mouvement. OK. Fait que, Une intention. exact, c'est ça. Fait que, si on veut se rendre à ce niveau-là, parce que ça, c'est quand même difficile de tout intégrer ça d'un coup, c'est d'intégrer un sens à la fois, tu sais. Donc, au début, d'intégrer le visuel. Là, une fois que tu maîtrises bien cet aspect-là, ben là, d'intégrer, par exemple, l'auditif. Fait que, je sais qu'à tel moment, il va y avoir tel encouragement, ou je sais que comme il y a le craquement des feuilles, par exemple, quand je rentre dans le premier bois, par exemple. Puis que là, c'est la première fois que je suis dans la forêt pour de vrai. Donc, tous ces petits éléments, tu peux tranquillement les intégrer, puis te pratiquer à visualiser pour éventuellement être capable, puis être bon à tout intégrer ces sens-là dans ta visualisation. Hein. C'est capoté parce que la visualisation a sa place là, dans toutes les sphères de notre sport, le vélo de montagne, là, comme ça je parlais du freeride, on parle de la descente, on a parlé tantôt du cross-country, le slopestyle. On voit que je pense qu'il y a des bénéfices. Tu risques d'avoir pas mal de clients cette année. C'est super. Y a-tu un autre aspect que tu aimerais qu'on aborde? Ben, je pense qu'on avait un peu parlé de la gestion de la peur ensemble. Ah, oui, la gestion de la peur, absolument. Donc, tu sais, c'est sûr qu'en vélo de montagne, c'est quand même un aspect qui est très présent dans notre sport, veux pas. Oui, dans mon cas, il est pas mal présent. Je te dirais que dans le mien aussi. Mais tu sais, oui, il y a essayé des nouveaux features, mais il y a, comme on parlait un peu tantôt, de volontairement s'exposer à la compétition. De, hey, je me mets un numéro dans le dos, puis je me compare aux autres, tu sais. Fait que, c'est les deux aspects qui sont vraiment présents dans le monde vélo montagne, surtout compétitif, en fait, là. Puis, ben, l'explication un peu derrière toute cette gestion de peur-là, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi ça nous stresse, pourquoi ça nous fait peur, ben, c'est que l'affaire, c'est que notre cerveau, il a pas tant évolué depuis la préhistoire, ça. Fait que, à l'époque, ben, on avait beaucoup de menaces, tu sais. L'humain, en fait, avait beaucoup de menaces, là. Je dis on, mais j'étais clairement pas là. Donc, ouais, notre cerveau avait vraiment beaucoup de menaces à ce niveau-là, que ce soit, bon, des mammouths. Des prédateurs. Exact, tout ce genre de trucs-là. Puis, ben, on n'a pas tant évolué depuis, donc on est encore vraiment bon pour détecter des menaces à des places qu'il n'y en a pas vraiment aujourd'hui, tu sais. Notre vie est rendue plus ou moins sécuritaire, ou du moins vraiment plus sécuritaire que dans le temps. Fait que notre cerveau détecte un peu des menaces où il n'y en a pas. Puis, bon, si je prends l'exemple d'un gap ou une drop, ben là, ton cerveau, il voit le vide. Oui. Il voit le trou, puis là, il se dit, ben, je peux pas me pitcher là, c'est dangereux, là, c'est un trou, là, je vais tomber, là. Fait que cette peur-là, elle vient vraiment de ce réflexe-là de notre cerveau à la base, là, d'être menacé par quelque chose qui pourrait nous tuer, entre guillemets, là, si on veut. Ouais, ça vient de ce que certains appellent le petit lézard, là, dans le cerveau, il y a une partie du cerveau qui est là pour nous protéger, là, ouais. Exact, c'est comme le petit cerveau reptilien. Reptilien, merci, ouais, c'est ça. Ouais, mais, tu sais, comme on disait, tu sais, quand on veut essayer des nouveaux features ou quand on s'inscrit dans une certaine catégorie de course, ben c'est qu'on sait dans nous qu'on a les compétences pour le faire, tu sais, au final. Ouais. Puis là, c'est général, là. Je suis quand même consciente que des fois, on peut peut-être se lancer dans des trucs où on pourrait y penser deux fois, mais de manière générale,
quand on essaye un nouveau feature, c'est on croit avoir les compétences pour le faire. T'sais. Fait que la gestion de peur, c'est vraiment comme comment je déjoue mon cerveau à travers cet élément-là. Ah oui? Ouais. Puis ben, la première étape, c'est de reconnaître qu'une bad luck, elle peut arriver. T'sais. Fait que, tu sais, je peux prendre l'exemple de ma blessure à moi du Mont-Saint-Anne. C'était sur la fameuse drop Red Bull à la fin. Ben, en fait, c'était sur le jump de la fin, oui, okay. Suite à la drop Red Bull. Puis, il a fallu que je le refasse, là, le lendemain, cette section-là, tu sais. Fait que oui, une bad luck, c'est arrivé, mais est-ce que c'est parce que je suis pas capable? Non, je l'avais fait plein de fois avant, puis je l'ai refait plein de fois après, tu sais. Fait que c'est un peu justement, oui, dire qu'il y a une blessure, ça peut arriver, qu'un accident, ça peut arriver, mais que c'est pas nous qui est un échec, tu sais. L'action a échoué. Okay. Bon, c'est la première chose. Ensuite, ben, d'identifier puis de prendre conscience des pensées ou des émotions, même des comportements qu'on a face à ce nouveau feature-là. Et que ça revient un peu, des fois, à justement, la petite prise de conscience ou la visualisation qu'on parlait tantôt, hey, je me ferme les yeux, qu'est-ce que je vis en ce moment, là, présentement, dans moi, tu sais. C'est quoi les petites pensées négatives que je me dis à ce niveau-là? Parce que, tu sais, comme on a dit tantôt, notre cerveau, il perçoit un danger, puis c'est totalement normal, tu sais, il est fait comme ça. Fait que c'est un peu de normaliser ces pensées-là, de se dire, bon, ils sont là, mais c'est correct. Okay. Puis, ben ensuite, ça va être souvent de se ramener aux aspects techniques. Fait que, comme on disait tantôt au flow state, là, c'est quand même des beaux liens à faire, mais quand on est dans un état de flow, c'est qu'on est orienté vers la tâche. Oui. Donc, si on veut un peu déjouer cette peur-là, ben, de se ramener à justement la tâche plutôt qu'à la menace, ça peut énormément nous aider, tu sais. Puis là, je vais prendre un exemple, justement, comme on disait, des gaps puis des drops tantôt, il y a un vide, notre cerveau, il le perçoit comme une menace. Mais juste de se donner un cue technique du genre, bon, je regarde où est-ce qu'il y a de la trail. Là, mon cerveau, il va faire, ah, là, mes deux roues, ils sont au sol, tu sais, il y a rien en dessous de moi. Donc, je peux rouler, tu sais, il y a pas de problème. Fait que, juste ce petit élément-là de, ah, je lève mes yeux, je passe, ça devrait déjà nous aider beaucoup en ce qui est de la gestion de la peur à ce niveau-là. Tu joues un petit tour à ton cerveau en regardant à loin, en te faisant croire que l'obstacle est là, mais que le danger est inexistant. Tu te rappelles que ce genre d'obstacle-là, qui est dans le gap, donc c'est un saut, que tu es capable de faire ce type de saut-là en tabletop, par exemple, où il y aurait pas de vide. Ouais. Tu dis, je suis capable de sauter cette distance-là, sur ce genre de saut-là, de cette hauteur-là, de cette longueur-là. D'habitude, il n'y a pas de trou, mais là, avec un trou, ça change rien. C'est ça que tu dis, je regarde l'autre bord. En effet. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont écouter le podcast qui vont dire, Alex, tu pourrais appliquer ce conseil à toi-même. Mais en effet, c'est ça, tu sais, c'est se ramener un peu au cue technique. Puis là, bon, si je sais que mes pensées, ils sont avant de la faire, bon, c'est quoi les autres points techniques que je pourrais me donner pour, bon, pas freiner, par exemple, ce genre de trucs-là. Puis, ben, souvent, ça va être justement de redéconstruire l'obstacle, puis peut-être de retourner à une progression plus petite. Fait que d'aller chercher, bon, un plus petit gap au début ou une plus petite drop, puis tranquillement augmenter comme des marches d'escalier, si on veut, pour se rendre à l'obstacle qu'on veut faire au final. OK. Bon. Ça marche, ça. On va essayer de se rappeler de ça. Hey, c'est super. C'est un univers super fascinant. Puis il y aurait encore plein de choses, je pense, qu'on pourrait discuter. On pourra regarder là dans le futur peut-être d'autres sujets qu'on pourra traiter là. Mais je pense qu'on a fait un bon survol de ce que c'est que l'approche qui peut être faite là pour les athlètes, le coup de pouce qui peut être donné par les coachs. Ouais. Ça fait que je te remercie encore. Ben, c'est ça. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Puis je te souhaite là un beau stage encore ici, de pouvoir en profiter bien, puis que tu atteignes tes objectifs et tes buts dans ton domaine d'études et dans ton futur travail. Et aussi dans tes expériences sportives et à ton niveau compétitif. Ben merci beaucoup Steve de l'invitation. Ça fait un plaisir. Ben plaisir pour moi. Merci. Bye. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté QCMTB Podcast. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton suivre afin de vous abonner et ainsi de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Mais surtout, n'hésitez pas à parler du podcast et de partager à vos amis.
Je vous invite aussi à me suivre et à communiquer avec moi à QCMTB Podcast sur Instagram et sur Facebook. Alors, à bientôt et bon riding!